Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, cette réforme de l'audiovisuel public portée par Rachida Dati et qui hérisse les syndicats. Pourquoi vouloir réunir à tout prix Radio France, France Télé et l'INA dans une même holding ? Les syndicats ont-ils raison de craindre un plan social déguisé et une menace pour l'indépendance des rédactions ? On en débat dans la première partie de l'émission. François Bayrou met la pression sur les partenaires sociaux pour obtenir un accord sur les retraites et dans tous les cas, il l'a annoncé aujourd'hui, il soumettra plusieurs mesures au Parlement lors du débat budgétaire à l'automne. Dès lors, comment le PS justifie-t-il la motion de censure qu'il a déposée aujourd'hui et qui sera débattue en début de semaine prochaine ? Nous poserons la question à son porte-parole, Arthur Delaporte. Enfin, qui se cache derrière le compte Nicolas qui paye ? Un compte et un mot-clé devenu viral sur les réseaux pour dénoncer un ras-le-bol fiscal, mais aussi pour s'en prendre aux immigrés et aux retraités. Ce sera notre décryptage à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire, on est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Elle s'est battue jusqu'au bout pour que cette réforme soit soumise au vote du Parlement. Mais pourquoi Rachida Dati tient-elle à ce point à ce texte ? Quels seront les bénéfices apportés par cette grande holding qui doit réunir l'audiovisuel public ? C'est tout l'enjeu de notre débat de ce soir. Bonsoir Jérémy Patrielletus. Bonsoir. Vous êtes député du Calvados, vous êtes membre du groupe Horizon et surtout vous êtes le co-rapporteur de cette proposition de loi de réforme de l'audiovisuel public qui est donc débattue à l'Assemblée dans l'hémicycle à partir de lundi. Sophie Tallier-Polluan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du Val-de-Marne et en charge des questions liées à l'audiovisuel public au sein du groupe écologiste et social. À vos côtés, Soraya Morvan-Smith, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à France 24 et vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat SNJ-CGT, donc au niveau national. Et puis Olivier Hubertali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des médias et vous travaillez pour l'hebdomadaire Le Point. On commence avec le récap de Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Un mouvement de grève a donc débuté dans l'audiovisuel public alors que cette réforme va être débattue à partir de lundi à l'Assemblée. Oui, ça a commencé aujourd'hui pour Radio France, ce sera lundi pour France Télévisions. Voici ce qu'on peut entendre depuis ce matin sur les ondes. En raison d'un appel à la grève pour s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Alors, journée heureuse pour les amateurs de musique, la programmation est souvent de qualité, mais si Radio France est passée en mode musique de grève, c'est que d'autres notes inquiétantes résonnent dans les oreilles des salariés, un air de remise en cause du service public. Les audiences Sont bonnes. Oui, mais chez qui ? Plus les jeunes, plus les classes populaires. Ça devient un club, c'est CSP+. Vous êtes là, ingérence, ça va quoi. On va pas s'excuser. Nous ne sommes pas les serpillères des gens de la gauche. Certains disent c'est le retour à l'ORTF. Enfin, le retour à l'ORTF, déjà, on en est loin quand on voit ce qui s'y passe. Une tonalité très offensive qui fait craindre aux salariés de l'audiovisuel public que la réforme qui les vise ne soit aussi une forme de reprise en main. Alors ça c'est pour le climat. Qu'est-ce qui explique les crispations ? Alors sur le fond, c'est une réforme longtemps promise, plusieurs fois repoussée, qui arrive dans l'hémicycle. Il ne s'agit pas de la fusion dont rêvait à l'origine Rachida Dati, mais de la création d'une holding exécutive. Explication. Actuellement, France Télévisions, Radio France et l'INA sont 3 entreprises séparées. L'idée est de les regrouper au sein d'une holding, une entité chapeau. Cette holding aurait un PDG qui nommerait les directeurs des différentes filiales. Enfin, toujours dans un souci de cohérence et d'efficacité, un directeur de l'information unique chapeauterait l'ensemble. Il y aura un directeur de l'information. Directeur de l'information pour toutes les entités. Et ensuite, Unique. ça se décline. C'est préconisé dans le rapport de Laurence Bloch. Alors Rachida Dati a beau s'appuyer sur ce rapport de Laurence Bloch, ancienne directrice de France Inter, rendu il y a 10 jours, ce point crispe particulièrement car il fait craindre pour l'indépendance des rédactions et leur ligne éditoriale. Idée funeste que celle d'un directeur de l'information, de toute l'information, au niveau de la holding, sous la responsabilité du PDG. On ne peut même pas parler du retour de l'ORTF puisqu'il faut remonter à 1963, avant l'ORTF, pour trouver trace d'un directeur de l'information unique, radio et télévision d'État. On entend donc les inquiétudes. Et quel est le but de cette réforme ?
Renforcer le service public de l'audiovisuel, dit Rachida Dati. Face aux concurrents que sont les plateformes comme Netflix, Amazon, Disney ou encore Canal, il s'agit de donner plus de force de frappe avec une organisation unifiée. Cela doit permettre notamment de développer l'offre numérique, entrée en vigueur souhaitée au 1er janvier 2026. Et quel est l'avenir de cette réforme ? Alors, elle a déjà connu un parcours compliqué à l'Assemblée. Difficile de savoir comment elle va atterrir. 2 jours de débat sont pour l'instant programmés la semaine prochaine dans l'hémicycle. On ne sait pas si ce sera suffisant. Et puis, le vote aussi est incertain avec une gauche vent debout contre le texte. Ce sont les voix du RN qui risquent de faire la bascule. Un RN qui prône la privatisation de l'audiovisuel public. Voilà qui promet quelques décibels aussi dans l'hémicycle. Merci beaucoup Thibaut Hénoch. Jérémy Patriélétus, donc on vient de voir un peu les grands objectifs de la réforme, mais qu'est-ce que cette holding va permettre de faire et qu'il est impossible de faire aujourd'hui dans l'audiovisuel public ? Je crois qu'il y a un constat qui, pour le coup, est partagé par l'ensemble des députés, quelle que soit leur position sur cette holding, c'est que le statu quo n'est pas satisfaisant. Le statu quo, c'est quoi ? C'est des jeunes aujourd'hui qui s'informent principalement sur les réseaux sociaux. Le statu quo, c'est des coopérations qui ont du mal à se faire. Ce n'est pas la faute des salariés. C'est des difficultés, par exemple, à créer le rapprochement entre France 3 et France Bleu, de créer le rapprochement entre France Info Télévision et France Info Radio. Et vous citez que des rapprochements qui ont eu lieu, qui ont été concrétisés ces dernières années, ces derniers mois. Et qui ont du mal à se mettre en œuvre. On discute avec les salariés, personne ne nous dit que c'est simple parce qu'il n'y a pas d'acteur stratégique. C'est par exemple l'éducation aux médias qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, France Télévisions porte un programme d'éducation aux médias seul, sans Radio France. Alors on va me dire, il n'y a pas besoin de holding pour mettre en place ces coopérations. Sauf qu'on le voit, il y a besoin à un moment donné d'un arbitre, d'un acteur stratégique. Et c'est ce que va permettre cette holding, permettre à l'audiovisuel public de répondre aux défis auxquels il fait face. On a parlé de la concurrence des plateformes étrangères, des réseaux sociaux. Nous, on pense que rassembler les forces, c'est une manière de renforcer l'audiovisuel public. Il n'y a pas chez nous d'intention cachée. Que d'autres souhaitent faire des économies avec la holding, que d'autres souhaitent privatiser l'audiovisuel public, ce n'est pas notre position avec la co-rapporteure. Notre position, c'est une conviction, on aura le débat, c'est que pour renforcer l'audiovisuel public, il faut rassembler les forces et créer cette holding. Olivier Hubertalli, votre regard à vous, donc, de journaliste spécialisé sur les médias, quel est l'intérêt de cette réforme à vos yeux ? Je ne la vois pas très importante, l'intérêt, parce qu'en fait, on est resté un peu à mi-chemin. C'est un serpent de mer, la réforme de l'audiovisuel public. Il était question même à un moment de fusionner les entités. Maintenant, on est revenu à cette idée de holding, et de holding qui regroupe quelles entités ? Vous l'avez dit, France Télévisions, Radio France, l'INA. Mais on oublie d'autres entités, comme France 24 et RFI. Or, si on regarde ailleurs, ce qui se fait aussi, c'est aussi d'avoir un bras international si on s'agit de regrouper. Alors, à quoi ça peut servir ? Oui, ça peut servir à regrouper ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire ressources humaines. Donc à faire des économies ? Oui, il s'agit de faire des économies. Bon, on a chiffré à peu près, il me semble, c'est estimé à 10 millions d'économies à peu près. C'est pas énorme par rapport au budget au budget de France Télévisions, c'est 2,5 milliards à peu près. Radio France, on parle de 650 millions d'euros de budget à peu près. Donc, c'est pas énorme comme économie, mais il y a cette idée, qui est peut-être bonne, de se dire, on va impulser, on va donner une certaine dynamique. Après, à mettre en œuvre, on se demande comment ça peut se faire concrètement. Vous l'avez dit, les coopérations jusqu'ici n'ont pas beaucoup marché quand il s'agit de faire quelque chose entre Radio France et France Télévisions. Sophie Taillé-Polian, on vient d'entendre les arguments plutôt pour cette réforme. Pourquoi vous vous y opposez, vous, de votre côté ? Qu'est-ce que vous craignez ? Alors, nous nous y opposons avec beaucoup de force et de conviction, parce que nous considérons que ce n'est vraiment pas la bonne réponse pour le service public de l'audiovisuel dans notre pays. D'abord, il se porte bien. Il est en progression dans les audiences, contrairement à ce que dit la ministre. On peut voir quelques chiffres sur France Inter en ce qui concerne les radios. Si on compare les audiences de 2017 à aujourd'hui, par rapport à RTL, effectivement, France Inter a énormément progressé et est largement passé devant RTL. Et je crois que les parts d'audience de l'audiovisuel public ont très peu baissé. Elles ont même progressé de 0,6 points depuis 2017, quand le groupe TF1 a baissé de 0,9 points. Donc ça, ce sont les audiences globales. C'est des entreprises qui, en fait, sont vraiment en dynamique, même si depuis une dizaine d'années, leurs crédits n'ont cessé de diminuer.
Elles ont innové, je pense notamment à Radio France sur toute une politique de création de podcasts. Radio France, et tout le monde à l'international nous envie, et M. Jérémy Patriélétus est d'accord aussi là-dessus, cette innovation, etc. Donc pourquoi aller fragiliser des entreprises qui fonctionnent? Et je voudrais aussi m'inscrire en faux de ce que dit Mme Dati, elle n'en est pas à son premier mensonge, mais les radios de Radio France sont les secondes radios pour les jeunes, derrière Énergie et les chaînes très musicales. Donc, bon, évidemment, mais quand on veut des radios plurielles qui diffusent de l'information, etc., c'est les radios du service public qui accueillent le plus les jeunes. Donc, ce sont de vraies réussites, et je voudrais d'ailleurs saluer les agents de ces entreprises publiques. Donc, d'abord, ça va bien. Pour affronter les défis de demain, c'est pas rassembler pour faire des économies qu'il faut. Non, c'est investir dans le numérique. Mais il n'y a pas forcément. Et vous avez des inquiétudes là-dessus? Vous pensez que cette holding peut servir à baisser les dotations à l'audiovisuel? Mais ce n'est pas des inquiétudes, c'est une certitude. Et en quoi ça faciliterait cela? Le journal de l'Humanité a publié une note qu'ils ont eue de Bercy, dans lequel ils inscrivent cette réforme dans le cadre des 40 milliards de recherche d'économie, en mettant sur la table de nouvelles pistes, notamment touchant France 24 et la mutualisation des réseaux, notamment de journalistes à l'étranger. Ce que je veux dire, c'est que pour le ministère de l'économie et des finances, il y a une volonté de trouver que l'audiovisuel public, ça coûte trop cher. On a passé sous la barre symbolique des 4 milliards. Alors, de toute façon, on n'est pas au niveau des plateformes. Donc, ce n'est pas en mettant tout ensemble qu'on sera au niveau. Elles sont beaucoup plus puissantes que ça. Nous considérons au contraire qu'il faut les renforcer, chacune dans leur spécialité, en mettant par ailleurs vraiment l'accent sur Radio France. Pourquoi? Parce que dans notre pays et dans notre société, où on est gavé d'images, travailler l'audio, et notamment pour les enfants, pour qu'ils apprennent à se concentrer en écoutant évidemment des émissions de qualité éducative, c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, en investissant. Soraya Morvan-Smith, quel est votre regard à vous sur cette réforme et que répondez-vous aux arguments qui sont avancés par Jérémy Patriélétus? Alors moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de vision stratégique. On a l'impression qu'on imagine une transformation et qu'on la justifie par beaucoup d'éléments de langage pour lesquels on peine à comprendre comment, en réalité, ça pourrait s'appliquer. On nous dit, il faut arrêter avec le statu quo, mais on n'est pas capable de dire à quel point les entreprises se transforment. Enfin, les entreprises audiovisuelles, elles ont connu des transformations constantes. C'est même la nature, en fait, de leur métier. La transformation numérique, elle fonctionne très bien. C'est quoi la première chaîne d'information numérique en France? C'est France Info. C'est quoi la première chaîne de podcast en France? C'est Radio France. Et tout ça, en fait, on ne le voit pas. On nous dit que l'audiovisuel public ne touche pas les CSP-. C'est pas vrai, en fait. Il y a tout un réseau, et c'était noté dans le rapport que citait Madame Bloch, les CSP- sont surreprésentés dans les locales. Alors, je ne sais pas quels sont vos chiffres à vous. Moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé de très récent. Je trouvais ça en 2017, les CSP+ représentaient à l'époque 40 à 43% des audiences de France Info, France Culture et France Inter, ce qui est bien au-dessus de RTL qui était à 26%. Alors sans doute, mais lisez le rapport Bloch, il est bien plus nuancé que ça et il souligne le rôle fondamental des locales. Il y a d'autres choses qu'on dit aussi qui sont des éléments de langage. On parle de coopération, de rapprochement qui n'auraient pas eu lieu. En fait, les rapprochements, ils ont eu lieu et ça ne se passe pas très bien. L'idée, l'esprit... Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'acte de... Alors ça, c'est votre façon de voir les choses. Quand vous bâtissez un projet, chacun a sa culture d'entreprise, chacun a sa vision des choses, il faut bien un arbitre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre le point de vue de gens qui ne sont pas sur le terrain et qui ne font pas le métier. Et parfois, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui m'expliquerait que Air France et la SNCF font un Paris-Nice et que ce serait vraiment bien qu'ils coopèrent. Et que les personnes qui nous parlent de coopération, alors que les rapprochements ont lieu, que les transformations ont lieu, que la charge de travail est énorme, que les réductions de budget créent énormément de souffrance dans les entreprises, parce que ça a aussi un coût social, on ne le dit pas assez. Et quand on dit il faut rassembler les forces, nous, ce qu'on constate depuis ces dernières années, c'est qu'en fait, on a dépouillé les rédactions, on a affaibli la culture et qu'en plus, on a cette
cette perte d'indépendance qui inquiète profondément les salariés. Et dernière nuance que je voulais apporter, parce que vous avez dit tous les députés sont convaincus du bien fondé de cette réforme. Très franchement, ça fait plus d'un an et partagé par l'ensemble qu'aujourd'hui la situation. C'était vos termes. Non, pas la holding. Mais peut-être, alors répondez à tout cela, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. Moi, j'aimerais vous entendre déjà sur le tableau assez noir qui est dressé de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, on a vu les chiffres d'audience et on entend Rachida Dati, la ministre de la Culture, dire que le but de cette réforme, c'est aussi d'éviter, je la cite, un affaiblissement de l'audiovisuel public qui serait déjà en cours. Il est où l'affaiblissement quand on voit ces audiences quand même qui sont... Il faut être précis sur ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que cette holding servait à renforcer un audiovisuel public qui ne marcherait pas. Mais c'est un peu ce que dit la ministre de la Culture quand on l'entend. Siège au conseil d'administration de France Média Monde. Madame y travaille. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt que RFI et France 24 travaillent ensemble? Je le dis pour les téléspectateurs. Donc, quel est le problème? C'est bien une société commune, France 24 et RFI. Vous travaillez dans une société qui a justement rassemblé la radio pour l'international et RFI et France 24, France Média Monde, vous travaillez... C'est pas efficient, monsieur Patrick. Financièrement, ça n'est pas efficient. Je ne parle pas de finance, la fusion RFI France Média Monde a coûté une fortune. Je parle pas d'argent, moi. On nous dit que la holding... Alors, c'était une des justifications. Moi, c'est pas mon argument. On nous dit que la holding, en fait, ça va permettre d'économiser 10 millions pour certains. Ce ne sera pas un outil d'économie. On a chiffré le coût. Je vais juste répondre sur la question et puis je laisse la parole. La question n'est pas de dire Radio France fait mal, France Télévisions fait mal. J'ai siégé au conseil d'administration de Radio France fait bien, France Télévisions fait bien. Les audiences sont remarquables et les stratégies sur le numérique, sur plein de sujets, remarquables. La question, c'est que ce qu'ils font mal, c'est de travailler ensemble. Ils pourraient faire de l'éducation aux médias ensemble. Ils pourraient faire de l'information ensemble. C'est vraiment là-dessus. Ils pourraient mener des projets de proximité. Je suis élu d'un territoire rural. Je peux vous assurer que la manière dont France 3 et France Bleu coopèrent, ils pourraient faire beaucoup mieux. Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre et il n'y a pas d'acteur stratégique. La manière dont les France Info TV, qui peut se contenter d'une absence de véritable coopération entre la télévision France Info et la radio France Info. Ils pourraient faire beaucoup plus. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que France Télé fait bien, Radio France fait bien, mais il y a que des projets en commun qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas d'acteurs capables d'impulser une stratégie commune. Il ne s'agit pas de dire que Radio France arrêtera d'exister et que France Télévisions arrêtera d'exister. Olivier Bertelli. Oui, on parlait de la puissance de l'audiovisuel public. Oui, l'audiovisuel public, il est puissant, mais si on regarde dans les détails, France Inter est certes première radio de France, mais une chaîne d'information comme France Info court à la traîne des autres chaînes d'information. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une chaîne? Là, vous parlez de la chaîne d'information télé, on est d'accord, pas de la radio France Info. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte de réduction des dépenses publiques et je trouve normal qu'on demande à l'audiovisuel public d'y participer. Par contre, la question, elle n'est pas bien posée, parce que si on dit on veut réduire, si la question est vraiment de réduire les moyens de l'audiovisuel public, il faut s'interroger sur quelle mission on attend de l'audiovisuel public. Mais est-ce que ces moyens, ils n'ont pas déjà diminué? Si on regarde l'évolution du budget de l'audiovisuel public depuis 2017, il a très légèrement baissé, quand l'inflation, elle, doit être autour de 20% à peu près. L'inflation, France Télévisions a fait une centaine de millions d'économies ces dernières années, évidemment, et Radio France de même. Mais il y a quelque chose important qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on demande à l'audiovisuel public? Est-ce qu'on lui demande d'informer? Oui, c'est intéressant, c'est important d'avoir l'information, on le voit avec la BBC en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on lui demande d'éduquer la jeunesse? Peut-être oui, mais est-ce qu'on lui demande de passer du théâtre? Donc en fait, on a demandé énormément de missions à l'audiovisuel public, trop peut-être, et c'est plutôt sur ces missions qu'il faut s'interroger, quelles sont les 4-5 missions principales de l'audiovisuel public. Sophie Taillé-Polian, sur ces arguments-là, et puis sur la mauvaise coopération entre les différentes structures de l'audiovisuel public. Est-ce qu'il faut revoir les missions de service public? Certainement, nous l'avons proposé. Dans le débat, on le fera certainement, puisque nous avons posé beaucoup d'amendements pour reposer ces questions-là. Quelle est la structure? Bon, on peut parler structure, mais surtout parlons des missions. Mais moi, je ne voudrais pas que, sous couvert de baisse de budget, on réduise les missions du service public de l'audiovisuel. Pourquoi? Parce que, à mon sens, surtout dans la géopolitique actuelle, nous avons besoin d'un service public de l'audiovisuel encore plus fort, notamment pour lutter contre la désinformation, ou encore plus fort, notamment pour porter l'exception culturelle française et tout ce que le rayonnement de notre pays apporte à l'étranger et à nous-mêmes. Donc ça, c'est la première chose. Je ne voudrais pas que ça se fasse en disant « faut couper, donc quelle mission on enlève ?» On ne va pas aller voir l'hôpital et dire finalement, est-ce qu'on ferme la radiologie ou l'oncologie? Non, on va vouloir répondre à toutes les problématiques qui sont, à mon sens, essentielles. Sur la question, mais il faut mettre les moyens, parce que par contre, il y en a assez de dire il faut tout faire,
mais sans l'argent qui correspond. Et à mon sens, l'audiovisuel public aujourd'hui, il est stratégique. Et dans une politique de réarmement, dans une politique de défense vraiment en profondeur, l'audiovisuel public est stratégique, pas pour porter la voix du gouvernement, mais pour porter la voix de la démocratie. Sur les coopérations, oui, certaines ont eu lieu, et d'ailleurs, ce sont des réussites. Que je pense à Vrai ou Faux, qui est la mise en commun de certain nombre de rédactions pour faire du débunkage. Donc ça y est, c'est fait, et ça marche, et c'est super. Et tout le monde est pour. Voilà, lutte contre les fake news. Et tout le monde est pour. Et ça se fait très bien, il n'y a pas besoin de je ne sais quel pilote dans l'avion. Deuxièmement, il y a aussi d'autres programmes, comme des programmes éducatifs, Lumni, qui fonctionnent très bien. Moi, ce que je pose comme question, c'est par contre, est-ce que si les projets ne marchent pas, c'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas de chef ou qu'il n'y a pas de volonté ou qu'il y a des formes de conservatisme, c'est peut-être parce que ce n'étaient pas des bons projets. Par exemple, mailler un réseau départemental de radio avec un réseau régional de télévision, bah oui, ça ne marche pas en fait, parce que les territoires ne sont pas les mêmes et parce que donc, forcément, eh bien, on n'est pas sur les mêmes échelles et on veut faire rentrer tout en tout et en fait, ça ne marche pas. Jérémy Patrignat, on fait en tirer les leçons. Vous êtes là pour défendre la réforme. Un peu seul, on va dire, donc je vous donne la parole un peu plus souvent quand même sur ces arguments-là. Et puis sur la question des missions de service public, est-ce qu'il faut réduire un peu les missions qu'on donne à l'audiovisuel public ? Personne, depuis 2014 qu'on parle de cette réforme, il n'y a aucun rapport parlementaire qui justifie la réforme pour des baisses de crédits. Si demain, il y a des députés qui veulent baisser les crédits, il y a des députés qui veulent baisser les crédits du public, ils n'ont pas besoin de holding pour les baisser. Est-ce qu'il faut revoir les missions, moins de missions pour être plus efficace? Sans doute, il faut toujours questionner les missions de service public, mais moi je partage ce que dit Sophie. Notre service public, notre audiovisuel du service public, il est essentiel. Il lui faut des moyens. Et donc, cette réforme n'a pas pour but de réduire les missions de service public de l'audiovisuel. Au contraire, nous on considère qu'il faut le renforcer. On considère que cette holding, elle est essentielle pour renforcer l'audiovisuel public. On ne parle pas de moyens, je voudrais quand même être très clair. Et quand vous dites qu'il y a des coopérations qui ne se font pas parce qu'elles ne devraient pas se faire, qui peut penser ici que ce n'est pas important qu'il y ait un média de proximité, c'est-à-dire qui parle aux Français des territoires ruraux, qui serait le rapprochement entre France Info TV et France Info Radio. France 24 en est l'exemple. On a considéré qu'à un moment donné, pour parler au monde, pour que la voix de la France porte dans le monde, il fallait rapprocher la radio RFI de la télévision France 24. Et ça marche plutôt bien. Tout n'est pas facile, il y a des difficultés bien entendu, mais personne aujourd'hui remettrait en cause l'idée qu'à l'international, la France parle d'une seule voix. En tout cas, rapproche ses radios, ses télévisions. Mais c'est de la pensée magique ce que vous dites. En fait, ça n'a pas trop de sens quand on travaille dans ces rédactions. Donc vous voulez supprimer France Média Monde ? Absolument pas. Et au contraire, mais permettez-moi de développer le propos. Ce que j'entends, moi, plutôt, c'est qu'en creux, ce que vous défendez, c'est un modèle low cost. Ce qui ne fonctionne pas, là où vous dites, oui, en local, ça n'a pas bien coopéré. Vous oubliez un truc, c'est que dans les rédactions des locales de Radio France, par exemple, les rédactions ont été paupérisées. Il y a des gens qui travaillent énormément, en n'étant pas assez nombreux pour couvrir l'antenne, et dans une grande partie des locales de Radio France, il n'y a même plus de journaux après-midi. C'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et vous voulez les mettre ensemble alors que les rédactions souffrent. Je peux vous donner l'exemple de RFI et France 24. Et peut-être qu'on parlera du coup à un moment, parce que je pense que c'est quand même assez crucial. RFI a ses missions, a ses antennes particulières. France 24 aussi, qu'il y ait eu un rapprochement dans un même bâtiment. Je ne suis pas certaine que ce soit d'entreprise, une fusion, etc. Outre le coût faramineux que ça a eu, les difficultés sociales, le fait que ça a sorti RFI de la maison de la radio, ce qui était quand même problématique parce qu'on n'avait pas non plus les mêmes locaux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce sont des réformes d'ampleur aux effets dont on peut douter. Et quand on a l'exemple derrière nous de France Télévisions qui a été réunie et celui de France Média Monde qui a fusionné RFI, MCD, CFI et France 24, je peux vous dire qu'en fait, c'est pas si heureux que ça. Et le modèle est toujours low cost. Vous dites France Info, ça ne fonctionne pas bien à la télé, mais pourquoi ? Quand France Info veut faire une matinale pour booster et commencer ses tranches, c'est abandonné. Vous savez pourquoi ? Pour une question de moyens. En fait, on en est là. Donc, oui, on peut avoir plein d'idées, mais tant qu'on ne fait pas confiance aux salariés, tant qu'on ne le réfléchit pas en tant que stratégie, et pour ça, il faut entendre des salariés. Moi, je vais juste rappeler un fait, c'est que Laurence Bloch avait dans sa lettre de mission de recevoir les salariés et leurs représentants. Elle nous a reçus le jour où son rapport définitif avait été envoyé aux députés. Je veux juste répondre très rapidement, parce qu'on explique que c'est le manque de moyens et de budget qui fait que les coopérations n'ont pas fonctionné. Pourtant, étonnamment, le manque de moyens n'a pas empêché Radio France d'être leader
aujourd'hui en termes d'audience, et à France Télévisions d'avoir des succès d'audience. Donc on explique d'un côté que la baisse des moyens n'empêche pas des audiences phénoménales, mais qu'en revanche, toutes les coopérations qui ne se sont pas faites au niveau local, par exemple le rapprochement de France Bleu et de France 3, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Il faut être sérieux, ce n'est pas une question d'argent. On est très sérieux. Non, mais ce n'est pas une question d'argent. Non, ce que vous dites, c'est que parce que les salariés compensent, en fait, bon... Ça pourra passer, mais vous avez une idée de la souffrance. On a compris vos arguments des deux côtés. À la RTBF, un modèle qui a été cité, il y a eu des suicides. Bon, et bien justement, on va parler de ce qui se fait ailleurs en Europe. Jérémy Patrier-Letus, s'il vous plaît. Il n'y a pas une vision unanime des salariés. Hein. On va parler justement de ce qui se fait ailleurs en Europe. On évoque souvent la BBC, le modèle de la BBC, mais l'Italie ou la Belgique ont suivi le même chemin. Avec quel résultat? Eh bien, on voit cela avec Marco Pommier. Pour défendre son projet de holding, Rachida Dati a un argument choc. Nous sommes une anomalie en Europe. L'audiovisuel public en Europe, ils sont tous regroupés justement pour pouvoir être pluralistes, pour s'adresser à tout le monde et sur tout le territoire. Créer une BBC à la française, c'est le projet des partisans de la fusion. Ce PIB, comme on l'appelle outre-Manche, est une référence mondiale, consultée par 86% des adultes au Royaume-Uni. Télévision, radio, web, la BBC rassemble plusieurs dizaines de fréquences nationales ou régionales. Mais pour le groupe, la situation est loin d'être idyllique. Redevance audiovisuelle gelée, concurrence des plateformes, son déficit pourrait atteindre plus de 38 millions d'euros cette année. Une crise historique, malgré les 2000 postes supprimés. Sans intervention du gouvernement, il sera difficile de maintenir l'ambition et le volume actuel des contenus. En Italie aussi, l'audiovisuel public offre un visage unifié, mais l'indépendance éditoriale est mise en cause. La RAI, surnommée par l'opposition Télé Meloni, du nom de la présidente du Conseil italien. Plusieurs de ses proches ont obtenu des postes de directeur ou de chef de service au sein du groupe, avec depuis une série de départs. Le journaliste écrivain Roberto Saviano, marqué à gauche, estime avoir été censuré après avoir critiqué un ministre. À l'été 2023, son émission sur la mafia est déprogrammée. Centimètre par centimètre, il vérifie tout parce que ce gouvernement est basé uniquement sur le silence et la propagande. Il faut sortir de là. Comment peut-on encore travailler à la RAI ? En Belgique, la RTBF a aussi lancé en 2018 un vaste chantier de réorganisation interne. Plus de cloisons entre les différents médias du groupe. Les journalistes peuvent travailler pour la télévision comme pour la radio. Les audiences sont en hausse. Pourtant, le groupe prévoit un plan d'économie de 132 millions d'euros d'ici 2028. Jérémy Patrier-Letus, quand vous voyez comment Giorgia Meloni a transformé toute la RAI en très peu de temps en un média de propagande, est-ce que vous ne vous dites pas que là, avec cette réforme, cette holding, avec peut-être aussi un directeur de l'information unique pour tout l'audiovisuel public, est-ce que vous ne fournissez pas tous les outils pour qu'il se produise un jour la même chose en France ? Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est pas s'il y a une holding ou pas une holding, et ils mettront la main sur l'audiovisuel public, ils le privatiseront. Donc d'expliquer que la holding fragiliserait plus l'indépendance de l'audiovisuel public, ça me paraît être pas tout à fait défendable. Et puis je vais vous dire, il y a un directeur de l'information unique à France Télévisions, pour toutes les chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5. Est-ce que ça a empêché le complément d'enquête sur la ministre Dati ? Non. Pourtant, il y a un seul directeur de l'information, je le redis, au sein de France Télévisions. Alors, ça avait été contesté à l'époque. Juste pour revenir sur ce point précis, ça ne figure pas dans la réforme aujourd'hui, un directeur de l'information unique. Ça a été annoncé par la ministre de la Culture. Ça va donc être introduit sous forme d'amendement pendant le débat à partir de lundi. Est-ce que vous y serez favorable, vous, rapporteur du texte ? Ça dépend comment ça sera présenté, ça dépend comment ça sera expliqué. Moi, je pense qu'un directeur de l'information, il ne faut pas le voir comme un censeur. Regardez à France. Quel est le rôle du directeur de l'information du groupe France Télévisions ? C'est d'assurer justement, ça dépend des missions qu'on lui donne, d'assurer le pluralisme de l'information, d'essayer de mettre en place, et Sophie Taillé-Polian a parlé du vrai ou faux, c'est lui qui l'a mis en place. Cette idée d'un projet qui vient lutter contre la désinformation avec la radio. Voilà, il n'y a pas besoin de pilote. Non, mais donc un directeur d'information, c'est pas par définition un censeur, je le redis ici. Le directeur d'information de France Télévisions n'a pas empêché la diffusion du complément d'enquête sur la ministre. Voilà, Soraya, l'indépendance des médias, j'y suis attaché, comme ça je ne parlerai plus. Oui. J'ai fait porter un amendement pour qu'il y ait un journaliste membre du conseil d'administration, membre du conseil d'administration de la holding. Cet amendement a été voté. Je trouvais que c'était essentiel que l'audiovisuel public, au sein de son conseil d'administration, ait un journaliste. Ce n'était pas le cas aujourd'hui.
il y a des conseils d'administration où il n'y a pas de journalistes. Il y a des représentants des salariés, mais ils ne sont pas forcément journalistes. Donc j'y suis attaché à cette indépendance des médias, a fortiori d'indépendance des médias de l'audiovisuel public. Soraya Morvan-Smith, sur cette question de l'indépendance des rédactions, qu'est-ce que vous répondez à Jérémy Patrielletus et comment vous voyez les choses dans la perspective d'avoir donc une sorte de directeur unique de l'information pour tout l'audiovisuel public ? Évidemment que ça nous inquiète parce que ça fait une structure qui est beaucoup plus verticale. Et alors, moi, j'entends ce que vous dites sur le fait que peut-être que l'extrême droite viendra et puis que, quelles que soient les structures qu'on mettra en place, c'est pas grave. Et quelque part, on peut un peu les dégrader, ça changera pas grand-chose. Sauf que c'est une dégradation de facto. C'est ça. Complément d'enquête, en France, il n'a pas été diffusé tout de suite. On a attendu 1 an. Il y a beaucoup de pression sur l'audiovisuel public, d'ores et déjà. On a une bascule du paysage de l'information en France. On a besoin, au contraire, de garde-fous et on est en retard. On a besoin de lutter contre la concentration, mais aussi contre cette espèce de propagande privée qui ne supporte pas le pluralisme et qui inverse en plus les termes, ce qui est quelque chose d'assez inquiétant. Alors, on a quand même le règlement européen sur la liberté des médias qui pourrait être relativement protecteur. Mais juste pour revenir sur cette histoire de conseil d'administration, c'est bien d'avoir des journalistes. Ils sont où les spectateurs? Ils sont où les auditeurs? Comment est-ce qu'on retrouve un petit peu d'écoute déjà? Et puis, comment est-ce qu'on objective les questions de neutralité d'information? Parce que pour le moment, on a un vrai souci là-dessus en France. Et on ne fait même pas appel à des scientifiques. Et il y en a de nombreux bien qualifiés. Sophie Taillé-Polian, vous craignez une reprise en main des rédactions par le pouvoir, une sorte d'ORTF 2.0 avec cette réforme? Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude majeure sur la question de l'indépendance. Alors peut-être que si le Rassemblement national arrive, ce sera de toute manière très moche à voir. Mais enfin, ne les aidons pas. Ne leur facilitons pas la tâche. Au contraire, la ministre... si elle était vraiment attachée à l'indépendance des médias, devrait travailler au renforcement de l'audiovisuel public et à mettre davantage de garde-fous. Nous en avons proposé de multiples pendant le débat en commission qui ont été rejetés. Mais je voudrais dire qu'il y a 2 choses qui m'inquiètent conjuguées. D'abord, évidemment, c'est la centralisation de la décision sur une seule personne, le président de cette future holding. Donc, une seule personne à appeler, sur laquelle exprimer son désaccord ou demander le scalp. Là, vous reprenez la formule qui est prêtée à la ministre de la Culture par le Canard enchaîné au sujet de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Donc ça, c'est plus facile de mettre la pression sur une personne qui après fait descendre en cascade que sur plusieurs. Mais en plus, ça fait 10 ans qu'on baisse les moyens de l'audiovisuel public. Les moyens de résistance en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui fait toujours, partout où elle est arrivée, elle a mis l'audiovisuel public sous coupe réglée, Toujours, elle le fait. C'est une de ses priorités, et on sait pourquoi. Déjà, on a un audiovisuel public qui est affaibli, qui n'aura pas les moyens de résister. Donc il faudrait le renforcer, lui donner davantage de moyens, se reconstituer des réserves, avoir des capacités de résistance, faire le dos rond en attendant peut-être que la démocratie puisse revenir. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On l'affaiblit. On l'affaiblit doublement par une direction unique et par une réduction constante de ses budgets depuis plusieurs années. Olivier Bertelli. Il n'y a plus de moyens. Aujourd'hui, la France est l'un des pays les plus endettés au monde. Il faut réussir à faire des efforts sur certaines choses. Et on sent, quand vous prenez les sondages, les Français, ils attendent de savoir qu'est-ce qui se passe avec mes impôts, qu'est-ce qui se passe avec mon argent. Mais on parle d'un surcoût de 150 millions par an. Et puis que vient faire l'INA dans cette galère? Il était s'il y avait la fusion. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre à niveau les grilles des salaires. On ne va pas refaire le débat sur les moyens. On en a beaucoup parlé. J'aimerais qu'on parle avec vous aussi de ce modèle de la BBC, modèle ou pas modèle. Vous avez travaillé sur ce sujet, vous, pour Le Point. Est-ce que c'est un exemple à suivre encore aujourd'hui? La BBC, évidemment que ça fascine aujourd'hui. Quand on va voir la BBC à Westminster, à Londres, on arrive, ils ont une des plus grandes newsrooms du monde, mais ils ont 20 000 personnes qui travaillent à la BBC. Et ils ont un budget de 5,5 milliards à peu près. Nous, on n'a même pas 4. Donc un plus gros budget, ils ont plus de moyens. Et très important, ils ont un bras international. Mais là, on commence, c'est pour ça que je disais que la réforme, si on décide de réformer l'audiovisuel public, elle reste à mi-chemin, parce que dans ce cas-là, on a une patte française et il manque une patte internationale intéressante. Pourquoi? Parce que la BBC, c'est d'abord un soft power dans le monde. C'est une manière de représenter le pays, le Royaume-Uni à travers le monde. Or, si on veut une BBC à la française,
ça me paraît difficile de le faire sans France. Et ça existe déjà, en fait, je ne comprends pas votre discours. Ça existe, mais ça existe à petite échelle, avec peu de moyens. Je pense que si on décidait d'allouer des moyens plus importants, peut-être que ça serait justement au bras international. Mais le préalable, c'est des moyens. Les moyens, alors, oui. sur les moyens, en quelques mots, il y a l'exemple de la RTBF. A priori, les moyens, ils vont baisser. Les audiences, elles ont progressé avec la fusion. Sauf que leur budget est double. Leur budget, pardon ? Est double. Par rapport à la RTBF. Aujourd'hui, l'audiovisuel public français est sous-doté par rapport aux autres pays européens, alors qu'il est extrêmement performant. Donc, il faut s'arrêter là, avant qu'il y ait de la casse. On confond un débat budgétaire, et moi j'ai porté des amendements pour augmenter les budgets de l'audiovisuel public, donc je sais que l'audiovisuel public a besoin de plus de moyens, mais on confond un débat sur quelle structure, quelle organisation va permettre de renforcer l'audiovisuel public avec le débat sur les moyens. Moi, je dis qu'il faut plus de moyens. Ça n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui une organisation différente. Mais on est instruit par l'expérience. À chaque réforme de fusion, de rapprochement, c'est des baisses de budget. On le sait. Toute dernière question. Si cette réforme passe, c'est que le RN, le Rassemblement national, l'aura voté. Quand vous voyez que son projet, c'est une privatisation de l'audiovisuel public, est-ce que ça ne vous interpelle pas ? Non, parce que moi, je pense qu'une holding, ça vient renforcer l'audiovisuel public. Et j'ai une vision radicalement différente de Sophie. Sophie dit c'est un seul coup de téléphone pour le pouvoir politique. Moi, j'ai le sentiment que ça fait aussi un président d'un audiovisuel public qui est puissant et qui est fort. Et qui peut aussi porter des combats de l'audiovisuel public. S'il combat, s'il résiste, c'est aussi une capacité de résistance. On voit ce que les salariés font aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans les pays européens. C'est la fin de ce débat. Je suis désolé. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. C'est difficile de résister au fascisme. Dans Ça vous regarde. Et on a bien compris qu'il va y avoir du débat dans l'hémicycle à partir de lundi sur ce projet de réforme audiovisuelle. Il y a un autre sujet qui va animer les débats à l'Assemblée nationale en début de semaine prochaine. C'est cette motion de censure que les socialistes ont déposée aujourd'hui. Bonsoir Arthur Delaporte. Vous êtes porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. On va débattre avec vous dans un instant de cette motion de censure. Vous l'avez déposée à la suite de l'échec du conclave sur les retraites, sauf que depuis, François Bayrou a pris la parole et a fait quelques annonces. On voit cela avec Stéphanie Despierres. Si on vous invite Arthur Delaporte, c'est parce que vous, les socialistes, avez décidé d'appuyer sur le bouton de la censure. Député du Calvados, vous êtes aussi porte-parole du PS à l'Assemblée nationale. Avant même que François Bayrou ne tire ses propres conclusions du conclave, vous avez déposé une motion de censure. Une motion signée uniquement par les socialistes et par les 66 députés de votre groupe, sans exception. Mardi pourtant, vous aviez laissé une ultime chance à François Bayrou, en lui demandant, comme la semaine dernière, s'il allait déposer un projet de loi sur les retraites. Il vous a redit non. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Vous n'avez même pas voulu attendre la conférence de presse de François Bayrou. À 17h pourtant, le Premier ministre acte la fin du conclave. Il fait la liste des convergences entre partenaires sociaux et il leur donne encore 2 à 3 semaines de plus pour s'entendre sur la pénibilité. S'il n'y a toujours pas d'accord, François Bayrou s'engage à reprendre ce qui fait consensus dans la loi de finances à l'automne. Si les partenaires ne parvenaient pas à se mettre d'accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités et proposerait des dispositions de compromis qui seraient introduites dans le texte qui, en tout état de cause, prenant en compte tous ces progrès, sera, comme je m'y étais engagé, soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre ne comprend donc pas pourquoi vous voulez le censurer. Ça paraît un peu baroque. Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure. Alors Arthur Delaporte, vous allez nous dire si votre censure a encore un sens. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre, François Bayrou s'engage finalement, quoi qu'il arrive, entre les partenaires sociaux, à soumettre au vote du Parlement des mesures pour améliorer cette réforme des retraites. Est-ce que votre motion de censure a encore du sens ? Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite en besogne? Alors moi j'ai l'impression que c'est plutôt le Premier ministre qui passe son temps à chercher à retarder l'échéance. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'accord la semaine dernière, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'accord cette semaine, j'ai cru comprendre que malgré ces tentatives de dernière minute, il n'y avait toujours pas d'accord
aujourd'hui, et donc maintenant il nous promet un accord pour dans 15 jours. Mais en fait, je crois que il vous promet en tout cas des dispositifs pour améliorer la réforme dans le cadre d'un débat parlementaire. Ça correspond à ce que vous réclamiez, vous, au Parti socialiste. Non, on avait demandé, et il avait dit qu'il y aurait un débat sans totem ni tabou. Alors que là, finalement, il y a un totem et un tabou, c'est la question de la mesure d'âge. Et nous, notre exigence initiale, c'était de pouvoir discuter des mesures de financement et en particulier de la borne d'âge à 64 ans. L'engagement sans totem ni tabou, c'était vis-à-vis des partenaires sociaux. Ils ont pu mettre sur la table cette question-là. Elle a été refusée par le patronat. C'est aussi dans la lettre que le Premier ministre nous avait adressée. Il avait dit, en tout état de cause, et quelle que soit l'issue de la discussion du conclave, il y aura un retour au Parlement. Et nous avions été extrêmement clairs. Nous avions dit, il faut un retour au Parlement et il faut que nous soyons en capacité de pouvoir discuter de ce que nous n'avons jamais débattu, c'est-à-dire les 64 ans. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils cherchent à fermer le banc, à dire que finalement, on aura une espèce de réformette des retraites sur des petits critères, mais ce n'est pas ça qu'on demande, ce n'est pas ça que demandent les Françaises et les Français. Est-ce que vous êtes sûr que les Français ils vont entendre votre discours, ils vont trouver ça clair? Parce que ceux qui refusent la réforme... Vous réclamiez ce débat sur les retraites, vous l'avez, vous allez l'avoir, pas tout de suite, ce sera à l'automne. Il n'y aura pas de débat sur les retraites. Je tiens à le préciser. Le Premier ministre a dit que ça sera dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça sera quelque chose de corseté. C'est le gouvernement qui fixe les dépenses, mais nous, en fait, on n'a aucune marge de manœuvre dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça sera, est-ce qu'on dit amen ou non à Bayrou? Sauf qu'en fait, nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour débattre, et on a demandé à ce qu'il y ait un débat. Mais un débat sur lequel on peut agir, un débat sur lequel on peut jouer sur les différents leviers. Sauf que si on ne peut pas jouer sur la question de l'âge, alors que c'est la demande des Françaises et des Français, en fait, il n'y a pas de vrai débat. C'est cosmétique, c'est finalement de l'enfumage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de régler vos comptes avec François Bayrou? Est-ce que on sait qu'il y a des problèmes personnels entre lui et le Parti socialiste. Vous estimez qu'il ne vous a pas respecté dans le cadre du débat parlementaire notamment? Alors oui, il ne nous a pas respecté dans le cadre du débat parlementaire, ça c'est une chose, mais on ne censure pas parce qu'un Premier ministre a été irrespectueux. On censure un Premier ministre parce qu'on considère qu'il fait une mauvaise politique, c'est le cas, et parce qu'il ne tient pas sa parole. Il avait un engagement, celui du conclave, celui du dialogue et celui du retour au Parlement. Il y a eu le conclave, il y a eu un semblant de dialogue parce qu'une partie des organisations syndicales sont parties tant ce dialogue a été corseté. Et derrière, il n'y a pas de retour au Parlement, quoi qu'en dise François Bayrou. Je crois qu'il essaie d'entretenir une illusion, mais personne n'est dupe. En tout cas, personne ne m'a dit qu'il croyait dans une possibilité de toucher à la réforme Borne, alors que c'est la demande des Français et des Français. Est-ce que le Parti socialiste pourrait donc censurer le gouvernement Bayrou sur les retraites la semaine prochaine et voter les mesures qui seront présentées pour améliorer cette réforme à l'automne prochain? Ces mesures, elles ne seront pas indépendantes. Ça ne sera pas un débat sur les retraites. Ça sera dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont là pour améliorer le sort, notamment des femmes qui ont eu des enfants, des personnes qui n'ont pas tout leur trimestre pour partir avec une retraite à taux plein. C'est la version positive de ce que raconte François Bayrou. Mais il ne dit pas la version négative. Comment il finance tout ça? Par une hausse des cotisations des retraités, par une moindre revalorisation des retraites. Et donc quand on sera dans ce débat, à savoir si on donne quelques trimestres en échange d'une ponction sur les petites retraites, peut-être que nous aurons à en débattre et à dire non. En fait, je ne peux pas vous dire en l'état si on ne présente juste que les mesures positives sans présenter le coût, puisqu'il n'y a eu finalement aucun accord sur la manière de financer, et notamment sur la question des cotisations patronales, puisque le MEDEF avait refusé qu'on puisse en discuter. Cette motion de censure, vous avez tenu, vous, le Parti socialiste, à la présenter seul, c'est-à-dire sans la France insoumise, mais aussi sans les écologistes, sans les députés communistes du groupe GDR qui voulaient participer, qui voulaient co-signer ce texte. Pourquoi seul? Nous, on a dit qu'on était à l'initiative de cette motion de censure. Après, évidemment que toute la gauche la votera, et moi, je ne pense pas qu'il faille en faire un sujet de polémique, mais on a suffisamment commenté ce qui s'est passé au début de l'année. On avait été extrêmement clair. On avait dit, on ne censure pas le gouvernement de François Bayrou parce qu'il s'engage à ce qu'il y ait un dialogue social. Je pense qu'on peut, puisqu'on avait initié cette séquence, dire que nous estimons que cette séquence doit prendre fin aujourd'hui pour les raisons que j'ai évoquées. Ne pas vous associer à LFI, c'était la condition pour avoir toutes les signatures parmi les députés de votre groupe, y compris celle de François Hollande? Ça a fait partie des discussions, mais ce que je peux vous dire, c'est que finalement, à la fin, c'est toute la gauche qui la votera. Gabriel Attal vous reproche de remettre le Rassemblement national au centre du jeu parce que c'est lui qui va avoir le droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Dans les faits, c'est le RN qui va décider mardi prochain si le gouvernement Bayrou tombe. C'est lui qui peut imposer aussi ces sujets, ces thèmes au gouvernement dans une discussion. Je crois que le gouvernement aurait mieux fait de nous écouter
quand on a demandé à ce qu'il y ait un dialogue, quand on a demandé à ce qu'il y ait un retour au Parlement, peut-être que François Bayrou aurait dû entendre nos demandes. C'est à force de rester sourd à la demande du peuple, c'est-à-dire qu'il y a un débat sur la réforme Borne. C'est à force de malmener les oppositions qui cherchent pourtant à faire avancer le pays vers la voie de compromis, que finalement, ils se retrouvent pieds et mains liés avec le Rassemblement national. Gabriel Attal peut donner toutes les leçons qu'il veut, mais c'est Gabriel Attal qui a fait voter par exemple une loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel avec le Rassemblement national contre la gauche sur la justice des mineurs. Donc qu'il n'aille pas nous donner des leçons de combat avec l'extrême droite, puisqu'il est aujourd'hui celui qui en fait le marchepied. J'aimerais un peu qu'on parle du nouveau Front populaire, je ne sais pas s'il existe encore, oui, non, et puis de LFI. Vous en êtes où avec la France insoumise, vous, le Parti socialiste? Le Parti socialiste, vous le savez, a tenu son congrès il y a quelques semaines. Olivier Faure a été réélu avec une stratégie claire, celle du rassemblement de toute la gauche qui cherche, dans la perspective de la présidentielle, une candidature commune. Ça exclut donc LFI qui a décidé qu'il y avait un chef et qu'il fallait se mettre derrière lui. Donc voilà, nous on est assez clair. Ça c'est dans la perspective de la présidentielle. Un rassemblement de François Ruffin, Clémentine Autain, à Raphaël Glucksmann, parce que nous n'avons pas le choix. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'avoir une candidature qui est en mesure de se qualifier pour le second tour pour battre l'extrême droite. Et si demain il y a une dissolution, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un accord électoral qui inclut la France insoumise? Si demain il y a une dissolution, je ne sais pas quel sera le contexte. Si ça intervient dans 3 ou 4 mois, et qu'il y a, comme il y a un an, la menace de l'extrême droite, moi je dirais qu'il faut de nouveau faire front républicain, de nouveau éviter la division, parce que sinon c'est la porte ouverte à l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon, et ça, je le refuserai toujours. Et ça, vous pensez que les électeurs de gauche, les électeurs des LFI, du PS pourraient le comprendre après tous ces mots durs qui ont été échangés entre ces deux formations politiques? Moi, je vais vous dire, je suis très en colère contre la France insoumise, contre ses méthodes, contre ses menaces, contre sa manière d'hystériser le débat public. Mais je sais aussi qu'entre l'extrême droite et la France insoumise, je sais faire le choix. Et je préfère avoir un député insoumis qu'un député RN. Mais je sais aussi que demain, si nous devons gouverner, nous devrons être en capacité d'élargir et de rassembler, et non pas de passer notre temps à cliver et hystériser le débat. C'est la voie qu'essaient de tracer les socialistes. Mais voilà, arrêtons ces foires d'empoigne, tout le monde en a marre. Alors avant la présidentielle, il y a quand même cette échéance des municipales dans moins d'un an maintenant. Est-ce que dans certaines villes, ça a du sens pour vous que le PS fasse une liste commune avec la France insoumise? Moi, je vous dis, à quand, à ce stade, l'union de la gauche se met en place? C'est une union qui va du Parti communiste aux écologistes, aux citoyens et avec le Parti socialiste. Pour l'instant, les insoumis ne sont pas encore dedans. Mais s'il y avait des militants de gauche qui souhaitaient se rejoindre cette dynamique d'union, ils seraient les bienvenus. Enfin, je veux dire, à l'échelle locale, on n'est pas finalement dans le même type de débat quand il s'agit de décider des politiques des cantines ou des crèches. Voilà, donc, malgré le discours assez agressif de la France insoumise, qui dit qu'à Marseille, il y aura un candidat insoumis, qu'à Paris, il y aura un candidat... S'ils ont envie de faire perdre la gauche, c'est leur responsabilité, ça ne sera pas la mienne. Voilà. Moi, je suis pour que, localement, quand elle peut, la gauche qui est aux responsabilités, avec Mickaël Delafosse, avec Nicolas Maire-Rossignol, avec Johanna Roland, Nathalie Appéré à Marseille, Lille, Rennes, Paris, bref, que nous soyons en capacité de continuer le chemin que nous avons commencé à tracer, celle de la transformation sociale et écologique des villes. Donc ça reste un partenaire. La France insoumise, localement, nationalement, reste un partenaire du PS. Localement, ça sera leur responsabilité et je le regretterai. Mais moi, je suis pour que la gauche soit la plus rassemblée possible, parce que nous avons montré, les socialistes, qui sommes le parti qui gère le plus grand nombre de villes de gauche en France, que nous étions en capacité de transformer ces villes dans la justice, dans le respect de tous et tous et dans l'apaisement. Merci beaucoup Arthur Delaporte, porte-parole donc du groupe socialiste à l'Assemblée. C'est l'heure de notre grand angle à présent. Et nos invités pour ce grand angle sont en train de s'installer. Bonsoir à tous les deux. C'est un grand angle qui est consacré ce soir à un certain Nicolas qui en a marre de payer trop d'impôts. Alors d'où vient ce mot-clé Nicolas qui paye, qui est apparu ces derniers mois sur les réseaux, sur X en particulier? Qu'est-ce qu'il traduit exactement? Est-ce un ras-le-bol fiscal qui prend de l'ampleur ou une offensive politique téléguidée par certains? On va en débattre ce soir avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Vous êtes président de MCBG Conseil et Senior Advisor chez Nocom. Et Stuart Shaw, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur d'études au sein du cabinet d'études Verian. Mais d'abord, de quoi parlons-nous exactement? Les explications de Maïté Frémont.
Il suffit de taper Nicolas qui paye sur X et voir surgir des dizaines de vidéos. L'origine de ce hashtag, un compte suivi par plus de 105 000 followers. Message en tête, cette infographie schématisant le contrat social. On y voit ce fameux Nicolas, 30 ans, chemise-cravate, acculé par les soucis. Nicolas, par ses impôts, donne son argent via Pôle emploi, le RSA et les allocations familiales à un certain Karim, 25 ans, ou encore à Bernard et Chantal, 70 ans, capables de se payer une croisière avec leur pension de retraite. C'est Nicolas qui paye. Vous avez été très nombreux à utiliser cette traîne sur les réseaux sociaux pour exprimer le ras-le-bol fiscal. Je voudrais qu'on parle de Nicolas. Une expression devenue virale, reprise désormais par les politiques de droite et d'extrême droite, pour dénoncer un ras-le-bol fiscal. Ce n'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Ce tweet d'Éric Ciotti à l'annonce des dépenses des Jeux Olympiques, une tendance également employée dans l'hémicycle. Chaque fois qu'un euro d'argent public est gaspillé, c'est Nicolas qui paye. Le député ciotiste actionnaire du média d'extrême droite Frontières, Sarah Knafo au sommet des libertés. Ce phénomène fait des émules également au Royaume-Uni, au Portugal ou encore en Espagne. Alors quand on voit les explications de Maïté Frémont, on a vraiment l'impression que ce n'est pas un mouvement populaire spontané, ce Nicolas qui paye Philippe Moreau-Chevrolet. Il y a ce compte Twitter derrière, enfin ce compte X, on dit maintenant, oui. Bouli. Est-ce qu'on sait qui est derrière ça ? Alors, on ne sait pas qui est derrière, mais on sait que c'est un compte d'extrême droite. Les contenus sont invariablement dans la lignée de ce que pourrait produire Reconquête, le RN et les groupuscules identitaires. C'est un mélange de racisme, d'allusions diverses et variées sexistes. Enfin, c'est vraiment le terreau de l'extrême droite globalisée aujourd'hui, qui va en gros de Donald Trump et des MAGA à Reconquête et différents groupes identitaires derrière. Donc ça vient de là. Après, au départ, il y a eu un mème qui vient de l'extrême droite. Un mème, c'est une sorte de gimmick sur les réseaux sociaux qui est plutôt humoristique, qui a été développé par l'extrême droite, ce fameux Nicolas. Nicolas, c'est un personnage qui est le français de souche, le français de base, plutôt jeune, actif, qui est le cœur de cible des mouvements d'extrême droite aujourd'hui, qui est le jeune actif masculin, plutôt un homme, qui en a marre parce qu'on lui demande de payer beaucoup d'impôts, parce qu'il ne trouve pas sa place dans la société, etc. Cette frustration-là, ce Nicolas, ils en ont fait un mot d'ordre politique. Nicolas paye. C'est un slogan quasiment. Ouais. Stuart Shaw, il y a ceux qui ont initié ce mouvement. Philippe Moreau-Chevrolet vient de nous décrire un peu d'où ça vient. Et puis il y a ceux qui s'y identifient. Est-ce que le sentiment de payer trop d'impôts y progresse chez les Français aujourd'hui ? C'est vrai que si on regarde les mécaniques d'opinion qui sont à l'œuvre aujourd'hui, on a une large majorité, c'est à peu près 7 Français sur 10, qui considèrent, dans nos études en tout cas, qu'ils paieraient trop d'impôts. Mais je pense qu'il faut nuancer un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a deux écueils, en fait, principaux qu'ils revendiquent. Le premier, c'est le fait qu'il y ait une réelle injustice fiscale dans notre pays. Et là, je pense que c'est une grande différence avec le mouvement Nicolas Paye, c'est-à-dire qu'on identifie des responsables bien différents que sur ce Nicolas Paye, c'est-à-dire qu'en gros, c'est d'abord les plus riches qui seraient exonérés de payer pas assez d'impôts. Donc on privilégierait finalement ceux qui gagnent bien leur vie en France. Et ensuite, c'est effectivement plutôt les retraités. Donc on voit qu'au niveau de la responsabilité du partage, je dirais, du manque de partage en tout cas, de la richesse, est porté sur des responsables qui sont un peu différents que ce mouvement qui vient d'émerger. Et puis le deuxième élément, c'est que les Français ont le sentiment surtout de ne pas en avoir assez pour leur argent. Et je pense que c'est ça fondamentalement qui joue, c'est-à-dire que les Français considèrent aujourd'hui qu'ils payent trop d'impôts par rapport aux services publics dont ils bénéficient. On a des chiffres, nous, dans nos enquêtes, ça aussi entre 25-30% seulement des Français qui considèrent aujourd'hui qu'ils paient effectivement des impôts à la hauteur des services publics dont ils bénéficient. Donc je pense que voilà, il y a ces deux écueils, à la fois l'injustice fiscale qui s'exprime, les riches ne payent pas assez, et effectivement l'effort aujourd'hui de la fiscalité pèse sur ces actifs de la classe moyenne, et ensuite cette dégradation des services publics, les Français n'en ont pas assez pour leur argent. Philippe Moreau-Chevrolet, on a vu dans le sujet des hommes, des femmes politiques s'en emparer, donc Éric Ciotti beaucoup, l'UDR énormément, Sarah Knafo de Reconquête, et puis Laurent Wauquiez également, et en même temps quand on regarde un peu dans le détail, ce Nicolas qui paye, il s'en prend, oui, aux immigrés, mais aussi aux retraités.
Est-ce que ces partis politiques se mettent pas à dos une propre partie de leur électorat avec ça? Alors, l'attaque n'est pas dirigée essentiellement contre les retraités. C'est un mouvement poujadiste, comme il y en a toujours eu, de réclamation contre l'impôt. Globalement, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'on paye trop d'impôts à tout temps, dans toutes les générations. Après, c'est vrai qu'ils tapent un peu dans leur visuel sur les retraités, et c'est vrai que c'est un peu suicidaire. Pourquoi? Parce qu'en France, le gros de l'électorat, c'est un électorat senior. L'électorat macroniste, à la base, ceux qui ont porté Macron au pouvoir, ce n'est pas du tout des jeunes qui avaient envie d'une révolution, comme il disait, technologique. Ce sont essentiellement des seniors qui trouvaient qu'il était très rassurant et que, par ailleurs, il incarnait une forme de renouveau qui était bien pour l'économie et pour leur retraite. Donc c'est vrai qu'attaquer les retraités, c'est un petit peu la limite de l'exercice pour l'extrême droite. Leur logiciel actuellement, leur cible, c'est le jeune électeur masculin actif, parce que c'est ça le cœur de l'électorat MAGA. Il est en guerre contre tout. Est-ce que c'est la cible de toute l'extrême droite, ou est-ce que vous faites un distinguo entre le Rassemblement national façon Marine Le Pen et l'UDR d'Éric Ciotti ou Reconquête? Alors Marine Le Pen, Ciotti, pour moi, c'est devenu un petit peu le même conglomérat. Après, il y a une différence il y a une différence profonde entre le RN de Marine Le Pen et Reconquête. Et on pourrait mettre aussi Bardella dans ce deuxième pôle. Il y a une différence entre j'ai envie d'être finalement une figure de droite assez traditionnelle, de devenir présidente de la République d'une façon apaisée, c'était son terme, normalisée, et Bardella qui, lui, est dans la ligne de Musk, de Trump, avec Reconquête, dans quelque chose de beaucoup plus dur. Stuart Shaw, ce qui est ciblé aussi par ce compte Nicolas qui paye, c'est le modèle social français. Alors ce que Nicolas appelle lui-même le contrat social, c'est ce qu'on voit sur ce grand schéma qui circule beaucoup sur Internet. Est-ce que les Français, avec ce ras-le-bol fiscal, ils rejettent aussi le modèle social français? Bon, je pense qu'il faut quand même nuancer les choses. Les Français ne considèrent pas qu'ils paient des impôts comme s'ils jouaient casino à Las Vegas. Ils savent très bien que les choses, au final, vont servir. C'est vrai que par contre, sur le consentement à l'impôt, on sent qu'il y a une fragilisation de l'opinion publique. Aujourd'hui, vous avez à peine un Français sur deux qui considère qu'effectivement, il est encore aujourd'hui légitime de payer des impôts parce que derrière, il a des services publics. Donc là, déjà, on est en train de voir se fissurer ce fameux contrat social, c'est-à-dire que, et je vous le disais tout à l'heure, on paye des impôts, mais aujourd'hui, c'est plus forcément justifié parce que, comme on le soulignait, on n'en a pas assez pour notre argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous avez raison de le souligner, c'est que les Français, et là, c'est un consensus assez large, plus de 8 Français sur 10 considèrent que l'argent est mal à la fois redistribué, on parle de richesse, et utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'on met de l'argent là où il ne faudrait pas. Donc les Français, ils ont ce sentiment un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'ils consentent à l'impôt dans l'idée du système de valeurs dans lequel ils s'inscrivent. C'est-à-dire qu'il faut payer des impôts pour avoir des services publics. Mais aujourd'hui, il y a un effet déceptif énorme. Ils ont plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, ils payent pour ne pas avoir grand-chose. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes spécialiste de communication, des réseaux sociaux. Ça peut prendre de l'ampleur, ce mouvement-là, de Nicolas qui paye? Oui, ça peut prendre de l'ampleur, c'est du poujadisme, ça a toujours été très populaire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les algorithmes poussent les contenus de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois drôles. Ça, c'est le savoir-faire de l'extrême droite aujourd'hui. C'est plus comme avant. L'extrême droite, aujourd'hui, elle utilise l'humour pour faire passer ses messages, le second degré. Elle utilise la caricature, le dessin, la musique, le chant, enfin, c'est multimédia, comme on disait autrefois. Et c'est très toxique pour le système démocratique parce que les algorithmes de X et de TikTok sur lesquels nous n'avons aucune prise en tant qu'État, aucun État ne sait quel est l'algorithme de TikTok. C'est le Parti communiste chinois qui fait cet algorithme quand même. Et personne ne contrôle ce que fait Elon Musk, pas même Donald Trump, un tout petit peu Donald Trump, qui est le seul. Et l'algorithme de X, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dedans. Ce qu'on sait en revanche, ce sont les effets. Et les effets, c'est que ça pousse ce type de contenu. Donc oui, ça peut prendre de l'ampleur. Et y compris au niveau européen, parce qu'on a vu qu'il y avait des déclinaisons en Espagne avec Unai qui paye, au Royaume-Uni avec Nick. L'extrême droite est globalisée aujourd'hui. Elle ne fait pas campagne qu'en France. Ça, c'est une vue de l'esprit. Maintenant, le cadre national, dans sa stratégie à elle, il n'existe plus. On vend ces contenus à toute l'Europe en même temps, voire le monde. C'est un marché global, la politique, aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous décrypter donc, ce phénomène sur les réseaux sociaux de Nicolas qui paye. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous sur LCP.